Bonjour, vous êtes sur Radio Zinzine, donc émission Vademecum. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Fanny Walter qui est avec nous. Bonjour. Et Fanny qui nous vient du Luberon, de Mérindol plus exactement. Tu me dis si je dis bien tout ce que tu fais, parce que tu fais énormément de choses. Dans notre entretien, j'ai appris plein de mots. Donc, tous ceux qui nous écoutent vont apprendre beaucoup de choses. Donc, tu es là d'abord pour nous parler du BNB, le bonheur national brut. Voilà. Et donc, tu es aussi professeure de yoga, tu es formatrice, tu es auteure, tu es conférencière. Et à la question, est-ce que tu es militante? Tu m'as répondu engagée. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Je crois que j'ai dit l'essentiel, en tout cas, dans tes activités. Eh bien, parfois, je rajoute ambassadrice du BNB. Tout à fait. Super. Ambassadrice du BNB. Alors, cette notion, je pense que dans les personnes qui nous écoutent, elle ne parle pas à tout le monde. Donc, puisque c'est vraiment quelque chose qui vibre dans ton cœur, comment tu peux nous en parler? Alors, d'où ça vient? Eh bien, d'un tout petit pays au nord-est de l'Inde qui s'appelle le Bhoutan. C'est un pays de plus de 700 000 habitants, donc un petit pays. Et il était charrié le roi du Bhoutan était charrié aux Nations Unies parce que le Bhoutan était classé dernier au niveau du PIB, basé sur l'argent, le pouvoir. Et donc il en avait tellement marre que une fois, il était interviewé par un journaliste indien et du tac au tac, il répond « Je ne gouverne pas mon pays par le PIB, mais par le bonheur national brut. » Et c'est vraiment venu d'une intuition. Et après, il s'est dit « Ah ouais, finalement, c'est vraiment une bonne idée. » Et donc, il a fait appel à des experts internationaux pour conceptualiser cette approche et cette intuition qu'il avait eue. Et donc, la première chose, c'est c'est quoi notre intention? Et donc là, l'intention, c'est, par exemple, gouverner un pays ou une région ou une commune pour le bonheur de ses citoyens et non pour renforcer des lobbies ou de l'argent ou du pouvoir. Donc ça, c'est vraiment, du coup, chacun de nous, dans nos tâches, c'est vraiment se dire, c'est quoi notre intuition et intention, les deux. Et ensuite, c'est basé sur 3 niveaux. C'est-à-dire que c'est un niveau de comment je me sens au niveau personnel, donc la relation de soi avec soi, donc on pourrait presque dire spirituel. Il y a un deuxième niveau, soi avec les autres, donc là c'est tout l'aspect social. Et puis un troisième niveau, soi avec la nature. Et ensuite, lors de la conceptualisation, eh bien, ça a été basé sur 9 domaines. Donc, on y retrouve, par exemple, le bien-être psychique, la santé physique, la culture. La radio fait partie de la culture. Aussi bien la culture liée à un lieu que la culture, tous les arts. Donc, c'est vraiment au sens large. Et il y a plein d'autres domaines aussi, donc 5 autres. Et j'ai une question qui me vient en t'écoutant parler. Est-ce que dans des temps plus reculés, où il y avait plus de sagesse, plus de communication et de connexion avec la nature, moins d'énergie, d'électricité ou même pas d'électricité du tout, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, finalement, le BNB existait, sauf qu'on ne le nommait pas ainsi? Ou c'est plutôt quelque chose qui est différent dans ton esprit? Alors, c'est différent. Parce que un des domaines du BNB est la bonne gouvernance. Et donc, c'est faire évoluer aussi, c'est-à-dire comment nous prenons nos décisions, comment nous nous organisons ensemble. On parle de bien vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment un changement, on va dire quasiment un changement de paradigme, un changement d'air.
parce que l'idée, c'est d'accompagner effectivement ceux qui ont moins de maturité ou moins de connaissances sur un domaine, donc de les encadrer. Mais par contre, pour ceux qui ont des mêmes niveaux de connaissances ou de maturité, eh bien, aller davantage vers une gouvernance partagée. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas un sachant ou un chef, c'est ensemble, davantage ensemble. D'accord, effectivement, donc ça concerne le collectif. Oui. Ça marche dans le collectif. Donc, pour te présenter un peu, Fanny, au départ, tu viens d'un univers très cartésien, très logique, où tu étais donc ingénieure en traitement du signal. Tout à fait. Donc j'ai étudié en fait tout ce qui concernait les ondes, donc traitement du signal, traitement des images, et donc plein de diagrammes d'ondes dans tous les sens. Et en fait aujourd'hui, je travaille encore avec les ondes, mais des ondes, oui, invisibles. Pas les ondes radio, mais les ondes des émotions, les ondes des intentions, les ondes des pensées. Et tout ce qui est, en fait, nous sommes des êtres vibratoires. Et donc, quand nous changeons quelque chose en nous, une prise de conscience, ou qu'on pardonne, eh bien, en fait, on change notre niveau vibratoire et il y a une répercussion ondulatoire autour de nous. De même que les pensées de chacun créent des ondes. Tout à fait. D'accord, donc tu es quand même resté 12 ans à étudier d'autres ondes. Et donc tu as dit, j'ai su dire que je m'ennuyais après 12 ans. Exactement. Donc tu as ressenti l'ennui. C'est important parce que dans ton cheminement, c'est quand même tout un parcours qui te mène au BNB et ça commence par aussi l'onde et sortir de l'ennui. Tout à fait, oui. En fait, comme j'ai eu une éducation très matérialiste où tout était à l'extérieur de soi. Et donc, personne m'avait parlé de spiritualité, de développement personnel, de coaching, de cheminement intérieur. Toutes ces notions, je ne les connaissais pas. Et donc, ce qui m'a sauvée, voilà, c'est même si j'avais de quoi travailler non-stop, des heures, hein, parce que j'avais à la fin un poste plus d'ingénieur d'affaires, donc plus commercial. Et donc là, c'est sans fin, en fait. Mais j'ai pu dire non, je m'ennuie. Et j'ai été sauvée par une opportunité du père de mes enfants qui a eu un poste à New Delhi, en Inde. Et là, je me suis dit, de manière encore très cartésienne et commerciale, ok, l'Inde, c'est comme la Chine, c'est 2 pays avec une croissance à 2 chiffres à ce moment-là. Donc, si je ne me sors pas de mon ennui là-bas, il y a vraiment un problème. Effectivement, où c'est des milliards de personnes qui changent, où c'est Fanny qui va aussi se remettre en question et cheminer. Voilà. Le premier mois en arrivant en Inde, je ne faisais que m'énerver. Et après, je me suis dit, oula, ils sont plus d'1 milliard. Donc, je crois que je ne vais pas réussir à les changer. Donc, peut-être qu'il va falloir que moi, je change d'attitude, change de regard. Et donc, c'est là que j'ai commencé une introspection. Et puis aussi, l'Inde est un pays avec tous les sens vraiment très, très, très activés. Les couleurs, c'est hyper beau. Vous avez des saris de toutes les couleurs. Les bruits sont hyper forts. Il y a des cérémonies même la nuit. Il y a des bruits de klaxons dans tous les sens. Au niveau des odeurs, c'est super fort avec des épices. Une fois dans le marché, c'était tellement fort que j'arrivais même plus à respirer. Donc en fait, le fait de développer ces 5 sens, eh bien, ça développe, on dit parfois, le 6e sens, qui est l'intuition. Oui, c'est vrai que l'Inde, c'est effectivement très fort. Et puis, il y a l'aspect de la spiritualité aussi, qui est un peu partout. Comme tu le dis, dans l'éducation que tu as reçue, c'est plutôt matérialiste. Alors que là, au coin de la rue, on peut voir des gens qui prient, des femmes qui dessinent des mandalas. Donc, quelque part, ça incite aussi à
à revenir à l'intérieur de soi. C'est vraiment de l'énergie et je faisais beaucoup de photos, donc j'ai beaucoup voyagé et évidemment là-bas, il y a énormément de temples hindous et quand j'allais en Himalaya aussi, des temples bouddhistes. Et donc, je me suis laissée imprégner en fait, petit à petit, par rapport à cette culture et cette façon de penser. Et j'ai lu aussi des livres et je me suis dit, et si je pensais comme eux, qu'est-ce qui se passe? Et donc, les Indiens ou même les bouddhistes pensent à l'existence de l'âme et de la réincarnation, donc de vie passée. Et donc, je me suis dit, et si moi aussi j'avais des vies passées, pas que eux? Et donc, j'ai observé qu'il y avait des mémoires qui revenaient. Je me suis dit, tiens, donc voilà, c'est une vision du monde. Et aujourd'hui, j'avoue que ça m'aide beaucoup d'avoir cette vision du monde. Ouais, tu dis que là-bas, tu as récupéré des mémoires où tu t'es rendu compte de choses que tu connaissais déjà quelque part quand tu étais en Inde. Oui, une fois, j'avais des ressentis en fait d'avoir été noyée, par exemple. Et j'ai rencontré différents thérapeutes là-bas ou sachants et ils m'ont confirmé. Donc je me dis, ah ok, j'ai moi des ressentis et en fait c'est confirmé. Donc j'ai continué dans cette exploration. Et j'ai aussi exploré au travers de mon corps par le yoga et la méditation. Oui, donc là-bas, tu as fait beaucoup de yoga. Tu t'es formée dans un type de yoga bien particulier. Oui, c'est le yoga Iyengar. Ça s'écrit Iyengar. Et le maître qui a amené cette approche s'appelle BKS Iyengar. Et en fait, c'est un yoga vraiment postural, très précis, qui utilise des accessoires pour que tout le monde puisse avoir les alignements énergétiques entre tous nos chakras. Et donc, on peut utiliser une chaise, des ceintures, des coussins, des briques, le mur. Et en même temps, moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté ludique et créatif, parce que on peut faire aussi avec ce que l'on a. Et donc, j'aime bien aussi cette créativité et se dire que c'est accessible à tous. Qu'on soit jeune, vieux, souple, pas souple. Et c'est aussi une approche thérapeutique dans le sens que si on a mal au dos, eh bien, il va y avoir une certaine approche. Si on a mal au cervical, si on a des douleurs pendant ses règles ou émotionnelles. Donc, il y a tout cet aspect aussi vraiment intéressant d'exploration. Puis en même temps, cette pratique, finalement, elle relie ceux qui en font l'expérience avec leur profondeur et avec leur spiritualité. C'est un peu ça aussi, c'est un lien entre le corps, l'âme. Tu dirais ça, toi? Une des citations vraiment phares, c'est My body is my temple, donc mon corps est mon temple. Donc c'est se dire, oui, nous sommes des êtres incarnés, donc prenons soin en fait de notre corps et notre corps nous parle en même temps. Et donc même en français, il y a plein de tournures de phrases ou d'expressions qui utilisent le corps, mais qui sont le reflet en fait d'éléments beaucoup plus profonds. Quand on dit j'en ai plein le dos, souvent c'est qu'il y a des choses pas alignées et qu'on prend sur soi des éléments qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Alors, quand tu es arrivée en Inde, tu as à un moment donné décidé quand même d'être active, même si je crois que tu n'avais pas le droit de travailler, mais tu as trouvé par des voies détournées, tu as eu une activité qui a même très bien marché d'ailleurs. Tu nous racontes en 2 mots, et je crois que c'est là où tu parlais de la fameuse théorie U. J'ai eu effectivement pendant 1 an un poste où on m'a dit,
c'est une filiale indienne qui a été rachetée par le groupe Safran, qui est une grande entreprise française. Donc il y avait le top management français, le middle management allemand, donc le directeur R&D, directeur de produit, et un plateau de 100 ingénieurs et chefs de projet indiens. Et on m'a dit, débrouille-toi, il faut que tout le monde arrive à travailler ensemble. Et en fait, j'ai utilisé vraiment mon intuition et mon bon sens et mon humanité. Parce que les Allemands essayaient vraiment de pousser leur manière de faire aux Indiens. La manière des Allemands, c'était vraiment l'analyse des risques, la définition de processus, d'outils informatiques. Et les Indiens, c'était vraiment la relation, l'intuition, faire au feeling. Et donc, ça ne matchait pas, en fait. Donc, il a fallu que je trouve de me baser, en fait, sur des choses, des éléments communs. Donc, sur les valeurs, la raison d'être, et trouver des compromis sur laisser le comment faire à chacun. Donc, laisser les Allemands faire à leur sauce, laisser les Indiens faire à leur sauce, mais se mettre d'accord sur les livrables, sur qu'est-ce qu'on attend à la fin, sur les objectifs. Et à ce moment-là, chacun pouvait garder un peu sa liberté. Et du coup, ça a fonctionné. Et ils ont dû se sentir vraiment beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Et oui. Et c'est aussi toute une approche humaine. Parce qu'en Inde, c'est un peu comme en France au niveau hiérarchique. C'était très hiérarchique et c'est un peu le dernier chef qui parle, qui a raison et on prend les tâches sur le dossier de la pile. Et en fait, ils ont appris à fonctionner de manière beaucoup plus proche, à avoir le droit à l'erreur, à s'appeler par le prénom, à se faire confiance, à accepter leur vulnérabilité. Et donc, il y a eu toute une approche qu'on retrouve un peu dans l'agilité des organisations et l'agilité dans les projets informatiques. Alors ça, c'est une notion que tu mentionnes extrêmement simplement, l'agilité. C'est sûr que pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, ils voient complètement autre chose. On va faire une pause musicale avant de revenir sur cette notion d'agilité, de théorie U, qui font que tout ça t'a mené au bonheur national brut dont tu es l'ambassadrice. Nous reprenons avec Fanny Walter sur le BNB, le bonheur national brut. Moi, c'est ce que j'aime avec Fanny, c'est ce côté extrêmement positif, toujours à chercher quand il arrive quelque chose, finalement, le côté positif de pourquoi ça arrive. Et je ne sais pas si ça a un lien avec la théorie U. Mais toi, tu vas pouvoir y répondre. Alors, effectivement, c'est très pratique d'avoir cette croyance-là, que de se dire que tout ce qui arrive, même les plus grandes adversités, même les plus grands imprévus, hyper inconfortables sur le moment, eh bien, en fait, il va y avoir une fin heureuse et une utilité. Et oui, il y a un lien quelque part avec la théorie U, parce que imaginez, voilà, la forme du U. Donc, vous êtes en haut à gauche et vous avez envie d'aller en haut à droite. Et en fait, dans peut-être le modèle dont on est habitué, c'est raisonner seulement par le mental et forcer, faire des plans d'action. Et voilà, on force, ça marche pas, on comprend pas, on s'énerve. Et en fait, l'idée de la théorie U, c'est qu'on force pas et en fait, il y a un trou entre. Et donc, c'est se dire, bah oui, je lâche prise,
j'y vais, je plonge. Donc d'abord, ça va être une ouverture d'esprit, donc s'autoriser à écouter pleinement peut-être des manières de penser différemment, des croyances différentes, des façons de voir la vie différentes. Ensuite, on continue à plonger, cette fois-ci à la rencontre des émotions, ses propres émotions, les émotions des autres. Alors parfois c'est inconfortable de se dire j'ai quelqu'un qui pleure en face de moi ou j'ai quelqu'un qui est énervé en face de moi. Mais oui, ça ne nous appartient pas forcément. Parfois il y a des résonances, parfois non. Donc c'est oser aller dans cette ouverture du cœur et ensuite c'est continuer à plonger. Et là dans le bas du U, c'est effectivement là où c'est très inconfortable. C'est comme si on est dans la vase, dans la boue et en même temps il y a une connexion au subtil. Alors moi, j'aime bien utiliser parfois, je me connecte à l'univers, mais chacun sa formule. Ça peut être la connexion à la source ou chacun, suivant ses croyances. Et donc là, c'est pas forcément ce qu'on avait prévu. Et là, ça grince. Comme là, en ce moment, ça grince dans mes dents, voilà. Il y a des choses à lâcher. Donc desserrer ses dents, lâcher prise. Et faire un plongeon dans l'inconnu. Donc c'est là que parfois certains ont tellement peur que hop, ça remonte au niveau du U à gauche. Et non. Alors une petite ruse, quand vous êtes envahi par ces peurs, c'est en fait faire venir de la gratitude. Donc remercier, revenez au moment présent, remercier l'oiseau qui passe et qui vous fait un petit chant, remercier les rayons de soleil, remercier le sourire de la personne en face de vous. Donc allez dans plein de remerciements et vous allez voir que petit à petit ça va faire diminuer vos peurs et ça va vous donner du courage d'aller plonger dans cet inconnu. Et après, on va pouvoir remonter, recréer avec peut-être des nouvelles croyances, peut-être avoir lâché de la culpabilité par exemple. Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir émerger. Et la façon de recréer, c'est créer par petits pas, étape par étape et en agilité, c'est-à-dire, on construit une première étape, on regarde les résultats, on questionne autour de soi et on refait un cycle. Et comme ça, on reconstruit petit à petit. Et donc, c'est cette phase qui est l'agilité. Donc, c'est vrai que c'est un chemin extrêmement différent de ce que pouvaient faire les entreprises auparavant. C'est un chemin où effectivement il y a plus d'acceptation, plus de liberté. Donc comment les entreprises d'aujourd'hui, est-ce que tu en connais, qui prennent ce chemin qui semble risqué au départ parce qu'il y a ce lâcher prise, il y a aussi, j'imagine, des buts dans chaque entreprise. Même dans nous-mêmes, dans chaque journée, on a des buts. Donc, d'oser prendre d'autres chemins qui sont si différents et en même temps si parlants. L'idée, c'est vraiment de démarrer, que ça soit un projet de vie personnel ou un projet associatif ou d'entreprise ou citoyenne, de commencer par un premier projet. Peut-être qu'il y a moins d'enjeux et donc du coup, on se met moins la pression. Ou démarrer par un projet de moins grande envergure. Et c'est comme si on se rôde un peu, on expérimente et avec d'autres personnes. L'idée, c'est aussi d'apprendre à parler de manière authentique en exprimant ses émotions. Et donc ça s'apprend en fait, toute cette gouvernance. Ça s'apprend donc, et en même temps utiliser notre corps. Donc là, j'ai parlé de la théorie U, mais il y a une sous-partie de la théorie U qui s'appelle le Social Presencing Theater, le SPT. Et là, c'est de faire émerger en fait ce que dit notre corps. Parce que parfois, on reste tellement dans le mental qu'on croit
que effectivement on est bien à la bonne place, que notre projet va bien, mais en fait on peut laisser parler notre corps et il va nous montrer vraiment d'autres choses. Et donc là, il y a plein de pratiques vraiment corporelles où on va dans les ressentis, on laisse bouger notre corps. Et il y a des exercices à deux ou avec toute une équipe. Et ça aide vraiment à prendre conscience tous les non-dits. Alors oui, ça peut faire peur parce que ça met en lumière. Mais par contre, qu'est-ce que ça gagne de temps ? Et dans une autre dynamique, un des exercices du SPT, le Social Presencing Theater, est très proche en fait des constellations familiales ou les constellations systémiques, pour ceux qui ont entendu parler aussi de cette approche. Donc c'est mettre en lumière des choses qui sont dans le champ en fait, qui sont au niveau des émotions, des énergies, mais dont on n'a pas forcément conscience. Mais elles sont dans les mémoires du corps et dans le champ énergétique. Donc, c'est utiliser toute cette intelligence émotionnelle, intuitive, créative, de connexion et de reconnexion, de synchronicité. C'est ça. Parfois, je dis, c'est trop dommage. Parfois, on schématise. Cerveau gauche, cartésien, cartésien, logique, plan d'action, et cerveau droit, plus intuitif, émotionnel. Et en fait, je dis, mais c'est trop dommage d'utiliser qu'une partie de notre cerveau. Donc, utilisons tout notre cerveau. Et dans la même logique, certains vont utiliser que les pensées, que le cerveau. Je leur dis, mais c'est trop dommage, on a un corps. Donc, comment utiliser notre plein potentiel ? C'est comme si on marchait sans arrêt, seulement sur une jambe, alors que nous avons 2 jambes. C'est trop dommage. Donc, utilisons notre plein potentiel. Et pour relier ça avec le Bhoutan, qui sont les seuls pour l'instant, d'un point de vue national, à avoir fait part de cette notion et de lui porter vraiment attention et de la faire vivre. Comment finalement, qu'est-ce qu'ils vivent de différent et comment ils utilisent cette notion dans leur gouvernance partagée au Bhoutan ? Alors la première chose, c'est vraiment l'intention. C'est se dire, l'intention, c'est le bonheur de mes citoyens. Ou que ça soit, voilà, donc là c'est un pays, mais on peut imaginer une commune ou même une entreprise. C'est la première intention. Donc ce qui veut dire qu'au Bhoutan, dans cette intention-là, elle est capitale et c'est elle qui va faire découler les décisions qui peuvent être prises dans la manière de diriger le pays, de soutenir certaines choses plutôt que d'autres. C'est ça. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est comme vous, peut-être que vous avez pris cette intention-là aussi, d'être heureux dans votre vie. Sauf que des fois, vous l'oubliez ou vous vous dites « Ah non, là, ça me fait trop peur, donc je le mets un peu aux oubliettes, ce bonheur, et je préfère être dans le droit chemin de ce que les autres me disent de faire. » Mais du coup, vous vous coupez de votre souveraineté, de vous-même. Et c'est ce que moi, j'avais vécu en entreprise avant d'aller... en Inde. C'est ce qu'on appelle un peu les zombies, non ? Parce qu'il y a le Social Presenting Theater, mais nous, on a un théâtre politique qui est bien zombie quand même. Mais je me demandais de manière plus pragmatique, est-ce que les Bhoutanais sont du coup plus légers, plus joyeux, plus dans le partage ? Est-ce qu'ils ont déjà construit des choses sur lesquelles nous, on peut s'appuyer pour prendre modèle ? Puisque c'est super que tu viennes nous en parler, c'est une notion dont on entend très peu parler. Et vraiment, en t'écoutant, je me dis qu'on devrait en entendre de plus en plus parler. Alors, on en entend quand même un peu plus parler, mais avec des notions... En Occident, on va parler par exemple de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ou bien au niveau des indicateurs des entreprises. Il y a certaines nouvelles lois qui arrivent dans cette dynamique-là. Par contre, ça reste en Occident sur une notion seulement extérieure, matérielle et extérieure. La différence du BNB, c'est qu'il y a également le cheminement intérieur.
Il y a un livre qui a été écrit en français, qui s'appelle Bonheur national brut, écrit par Avinto, qui a conseillé en fait à l'époque le roi du Bhoutan pour conceptualiser cette approche. Il est franco-vietnamien. Et le sous-titre, c'est Transformation intérieure pour un renouveau sociétal. Donc ça montre bien que oui, nous avons besoin de prendre en considération nos émotions, nos croyances, nos valeurs et ce qui nous anime au plus profond de nous. Et c'est ça, pour moi, un peu la différence de la manière dont c'est abordé parfois en entreprise, où on reste seulement sur le côté matérialiste, extérieur, mais qu'on a encore un petit peu du mal à aborder sur le côté un peu plus personnel, émotionnel, intérieur. Mais ça vient, c'est à chacun en fait. Si soi-même, eh bien si moi je le sens, je peux démarrer à ce moment-là une réunion par 1 minute de respiration pour s'aligner entre nous, peut-être après une petite météo intérieure. Donc ça commence à venir. C'est pratique, mais doucement, doucement, avec les gens avec qui on a confiance. Oui, c'est marrant quand je t'entends parler. Le mot qui me vient, c'est très bizarre, c'est passeport. Mais c'est comme si chacun s'engageait individuellement aussi à ne pas oublier finalement ce qui lui fait plaisir, ses rêves d'enfant ou son souhait, et être dans une espèce de complétude, dans une grande palette d'outils corporels quelque part. Mais il y a cette notion d'engagement, que c'est quelque chose déjà qui est en soi à se rappeler. C'est ça. Parce que les autres fonctionnements sont tellement pour l'instant présents de partout, je pense au système scolaire par exemple, que ça demande un effort, quand ce n'est pas complètement grammé dans le cerveau, j'imagine, pour aller vers ça qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, effectivement, qui a un petit goût de bonheur. Et oui. Quand tu en parles. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Yes. Au niveau de l'éducation, eh bien, c'est en train d'évoluer. Alors oui, on a toujours envie que ça évolue plus vite, mais il y a un programme PISA qui est l'évaluation des élèves de 15 ans dans le monde. Et aujourd'hui, c'est des évaluations sur les mathématiques, la science, la lecture-écriture. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que le BNB a été rajouté, donc décliné, la déclinaison des 9 domaines pour des élèves de 15 ans. Donc ça veut dire que petit à petit, ils vont devoir apprendre à savoir c'est quoi leur météo intérieure, découvrir leurs émotions, est-ce qu'ils se sentent bien spirituellement, corporellement. Donc voilà, ça, en tout cas ça vient d'être, c'est tout nouveau, hein, ça vient d'être acté, donc petit à petit, ça veut dire qu'il va y avoir des adaptations à faire au niveau du système scolaire. Ah, c'est sûr, donc c'est prendre en compte son bien-être dans ses études, parmi qui est un critère qui va coûter autant que le succès dans telle matière, par exemple. Voilà, tout à fait. Après, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que, parce qu'on me dit, oui, mais regarde, au Bhoutan, il y a toujours plein de problèmes. Le BNB, c'est vraiment un chemin. C'est comme, non, c'est pas d'un coup je suis heureuse tout le temps, non, c'est vraiment un chemin de vie, c'est un choix de vivre en fait. C'est vraiment la différence entre la recette, hein, la recette qui serait un peu plus ce qu'on connaît, voilà, et le chaos dans lequel nous sommes avec le chemin. Je propose qu'on fasse une autre pause musicale avant que tu nous parles. Tu as fait un livre, hein ? Oui. On est bien d'accord. Ça te dira de nous en parler un peu aussi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Here's a little song I wrote
You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Allez, on vient d'écouter Don't Worry, Be Happy pour être en lien avec la notion de chemin et d'engagement au bonheur. Donc, Fanny, tu étais en Inde où tu as passé 5 ans, c'est ça ? Tout à fait. Hein ? Tu décides de revenir en France et tu te dis là, moi je vais être coach. Donc, dans quel état d'esprit tu reviens ? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une masse d'énergie. C'est vraiment une intuition très très forte au plus profond de moi, où oui, j'ai à transmettre aux Français. Et donc j'ai écrit un livre, je commence à donner des conférences et aussi à accompagner des dirigeants, des managers et des équipes en tant que coach. Et donc ça vient vraiment, c'est une force très très profonde. Ça m'arrêtera pas. Elle est trop profonde. Et mon livre s'appelle « Oser communiquer, créer la confiance ». Il reprend à la fois des photos que j'ai faites là-bas en Inde. Donc j'utilise beaucoup le photolangage, qui est de s'inspirer des photos. Et donc ça nourrit justement notre partie créative, intuitive, imaginaire. Chacun a sa Madeleine de Proust. Oui, surtout pour les visuels. En plus, ça remonte le taux d'énergie quand on voit des belles images parce qu'elles parlent à plein de sens, effectivement. Tout à fait. Donc, tu as ramené tous les sens de l'Inde dans ce livre. Et puis après, j'ai partagé mes retours d'expérience aussi bien sur l'approche interculturelle et puis tout le chemin que j'ai fait aussi au niveau des lectures ou des idées qui m'ont inspiré au niveau développement personnel. Et puis une dernière partie vraiment plus sous forme coaching avec des questions à se poser quand on lance un projet. Et après, j'ai continué à donner des conférences et j'ai fait un TEDx, qui est une conférence de 18 minutes qui peut être gratuite et on peut la voir sur YouTube, sur le Flow Score. Flow, F-L-O-W. Donc, c'est cet état ultime où on est complètement aligné, complètement en dehors de l'espace et du temps. Comme je pense toutes les deux, on pourrait parler des heures et on s'en apercevrait pas. Oui, une espèce de transe, en quelque sorte. Voilà, c'est une forme de transe. Effectivement, on est dans un autre niveau vibratoire. Et ça peut être vécu de manière individuelle ou bien en équipe. Donc, on le retrouve beaucoup dans les arts, dans le sport. Typiquement, l'équipe de foot de France qui gagne la Coupe du Monde est dans le flow. C'est-à-dire que humainement, ce qu'ils vivent n'est pas possible en fait, mais ils sont dans un autre état qui fait qu'ils arrivent à vivre, à ressentir sur quelque chose de beaucoup plus subtil. Et donc, je m'étais dit, ça serait top. En fait, à la fin, il n'y a plus qu'un seul indicateur, c'est le flow score. Mais bon, pour ça, j'ai étudié quand même qu'est-ce qui existait. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait le BNB et aussi une association qui s'appelle le Centre BNB France. Donc, du coup, je l'ai rejoint. D'accord. Ton livre, il a été préfacé par, postfacé par Mathieu Ricard. C'est quelqu'un que tu as rencontré de quelle manière ? Comment ça s'est fait ? Alors, il y avait les deux aspects qui étaient intéressants. C'était l'aspect photo. Mathieu Ricard fait des magnifiques photos de ces paysages himalayens et ailleurs. Et aussi, j'ai été inspirée quand même sur certaines philosophies bouddhistes et de vie. Et donc, et cet engagement de transformation, d'amener une autre façon de vivre ensemble. Et donc, il a accepté de parcourir mon livre et d'écrire quelques lignes. D'accord. Donc, tu fais partie de cette association
sur le BNB, qui s'appelle comment déjà cette association ? Le Centre BNB France. Centre BNB France, d'accord. Donc c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de pouvoir aller voir ce qu'ils proposent aussi, Et oui, pour se renseigner. Le site web, il y a énormément de ressources, c'est très très riche. Et nous avons besoin d'autres personnes engagées parce que le challenge est grand à relever. Donc voilà, si vous vous sentez animé aussi bien pour l'éducation que les communes, que voilà, tout niveau on a besoin. Alors, tu m'avais dit qu'en Belgique, il y avait quelqu'un qui était quand même un peu dans ce sens-là, un ministre du bonheur. Alors, elle n'était pas officiellement ministre du bonheur, mais effectivement, Laurence Vanet a préfacé mon livre et elle se fait appeler Chief Happiness Officer. Et donc, elle est complètement dans cette mouvance. Et à l'époque, voilà, elle avait transformé le ministère de la Santé belge et c'était tellement catastrophique qu'il n'arrivait plus à recruter, alors qu'il y a des personnes qui cherchent de la sécurité, un boulot, voilà, type CDI, etc. Et en 3 ans, voilà, elle et toute son équipe ont réussi vraiment à transformer. Et quelque part, c'était du BNB sans le savoir. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes en fait font du BNB sans le savoir. Et ça, c'est super parce que c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, dans pas mal d'endroits, il y a des entrepreneurs qui se retrouvent obligés de fermer leur commerce ou leur petite entreprise, non pas parce qu'ils en ont assez de travailler, mais c'est juste qu'ils n'arrivent plus à recruter des personnes. Et donc, la dernière solution, ça va être d'arrêter, faute de trouver du personnel, ce qui met en relief que les gens n'ont plus ni l'envie ni le goût. Parce qu'effectivement, il n'y a plus de sens et plus de joie ni de plaisir. Et du coup, sans ça, on arrive à une espèce d'extinction quelque part. En fait, là, typiquement, c'est que nous sommes en bas du U. Donc, il y a un choix. Soit, effectivement, on reste dans son contrôle, dans sa manière de faire, et à un moment, on ferme. Soit, on se dit, et si je lâche et je change des manières de faire, je change mon idéal et je vais à une autre forme en utilisant le BNB. Et là, il y a d'autres possibles qui viennent. Donc, c'est possible au niveau d'une entreprise, d'une start-up, mais c'est aussi possible au niveau d'une commune. Et oui, et justement, tu vas nous parler des propositions que toi, tu as fait dans ta petite commune de Mérindol. Mérindol est un village de 2300 habitants entre Aix et Avignon. Et comme dans beaucoup de communes, ce n'est pas connu, mais il y a des appels à projets citoyens. Et très souvent, il n'y a pas de citoyens, en fait, qui répondent. Donc, allez voir si dans votre commune, il y a des appels à projets citoyens et osez y répondre. Et vous pouvez proposer vraiment tout ce qui vous ferait plaisir pour justement amener du mieux vivre dans votre commune. Et donc, moi, j'ai proposé de démarrer un projet BNB, mais petit, avec une quinzaine de citoyens, mener des ateliers pour commencer à sensibiliser. Et c'est se dire, nous allons déjà expérimenter à 15 citoyens. Et en même temps, chacun de ces citoyens va rencontrer plein d'autres citoyens dans la commune, aussi bien en faisant ses courses, dans sa famille. Et puis, d'en discuter. Et on est arrivé à créer un questionnaire basé sur les 9 domaines. Et donc, à la fois, ça permet de mieux connaître ce qui existe dans le village. À la fois, ça permet d'aller à la rencontre d'autres citoyens et de dérouler ce questionnaire. Et c'est tout de suite des discussions profondes. Alors moi, c'est ce que j'adore, d'aller vraiment dans la profondeur et des partages vraiment sincères, authentiques entre citoyens. Et au départ, quelle est l'intention finalement qui t'a permis de rassembler ces 15 personnes et de les fédérer autour
Eh bien, de cette proposition? c'est vraiment se dire, est-ce que vous avez envie d'expérimenter autre chose que le modèle actuel? D'accord. Et puis voir comment ça fait partie quand même du modèle actuel, hein, vu que ces appels à projets citoyens commencent à arriver de plus en plus. Mais voilà, se dire sur une petite partie, et cette année, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 8 projets, 8 personnes qui ont répondu aux appels à projets citoyens. Donc, on voit bien que ça a donné envie. Vraiment, les citoyens vont petit à petit, reprennent leur souveraineté, leur engagement de participer à ce mieux vivre et embellir la commune sous différentes formes. Donc les 8 projets, c'est sur Mirindol? Oui. Ah oui, quand même, ça va devenir une commune super active. On va les féliciter. Vous allez devenir un incubateur de BNB, vous. Hein. En tout cas, je suis engagée là-dessus. Alors, je serais très contente si les gens qui nous écoutent peuvent aussi comprendre certaines notions. Donc, c'est les notions qui vont amener vers le plaisir de travailler, le bonheur au travail, hein, qui est vraiment le cœur de la source qui te fait vibrer. Donc, tu as parlé d'intelligence collective, d'agilité des organes. Est-ce que tu veux juste nous dire très rapidement en quoi ça consiste? Par exemple, l'intelligence collective. Tout le monde n'en a pas entendu parler. Alors, l'intelligence collective, c'est comment faire que 2 personnes ou une équipe puissent vraiment utiliser le meilleur de nous-mêmes, mais ensemble. C'est-à-dire que parfois on dit 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que, en fait, nous discutons, et si nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on ose exprimer des choses complètement peut-être stupides, mais à un moment donné, hop, il y a une idée qui va émerger. Et là, c'est waouh, c'est trop beau. Et donc, il existe beaucoup de pratiques. C'est aussi une posture, c'est-à-dire qu'on n'est plus le sachant. Le chef qui impose tout. Non, on laisse émerger les idées à tout niveau. Elles peuvent venir vraiment de n'importe où. Et donc, c'est vraiment un changement de posture. Et il y a plein d'exercices et plein de pratiques qui aident dans ce cheminement. Et puis du coup, ça enlève la peur du jugement finalement, puisqu'on est là pour explorer. Il y a aussi, non pas le droit à l'erreur, mais le droit à soumettre une idée qui peut-être n'aboutira pas, et c'est pas grave, puisqu'elle amène quelque part, c'est un cheminement. C'est ça. En fait, dans l'intelligence collective, il y a parfois 2 parties. Une partie vraiment émergence, créativité. On parle de brainstorming, où là, ça fuse dans tous les sens. Et à un moment donné, eh bien, il va falloir repasser à l'action. Et donc là, on se dit, de tout ce qui a émergé là, qu'est-ce qu'on retient? Où est-ce qu'on va? Et on expérimente. Donc, à un moment donné, c'est, allez, on décide. Alors, il y a des pratiques pour décider ensemble. J'utilise beaucoup les décisions par consentement. Et là, la question à retenir, c'est, quand il y a une décision qui émerge, faire un tour de table et se dire, est-ce que tu as une opposition à cette décision? Et si oui, laquelle? Et qu'est-ce qu'on pourrait adapter pour que tu l'acceptes, en fait, et qu'il n'ait plus d'objection? Donc, retenez vraiment, est-ce que tu as une objection? Si oui, laquelle? Et ça permet vraiment d'embarquer les personnes. Et donc, quand vous voyez que vos équipes manquent de motivation, essayez vraiment cette approche. Oui, puis parfois elles manquent de motivation et parfois elles ne se sentent pas ou le courage ou la légitimité de dire ce qu'elles ressentent vraiment, parce qu'il y a quand même tout un courant extrêmement fort, pesant et lourd qui est en train de se détricoter, qui nous a appris quand même à, comment dirais-je, carrément à faire du déni de tout ce qui est gênant pour se concentrer sur le but pour qu'il soit réalisé, quoi. Oui, mais en fait, moi, mon retour d'expérience d'aujourd'hui, c'est que c'est un leurre d'être dans ce déni que ça fonctionne pas, que je me force à faire ce que mon chef m'a dit ou à suivre telle directive. Et en fait, à un moment donné, on est tellement désaligné par rapport à qui on est vraiment au plus profond de nous. C'est comme si nous ne sommes plus vivants, en fait. On perd vraiment
ce qui fait que nous sommes uniques et magnifiques. Ah ouais, le flux du vivant et de la vitalité. Donc, avant de faire une autre pause pause musicale dans ton parcours, donc tu t'es approché de pas mal finalement d'organisations, de structures, d'associations. À un moment donné, tu t'es rapproché des entreprises libérées, dont une association dont tu as parlé, c'est MOM 21. Donc, entreprise libérée, tu en connais. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Qu'est-ce que tu peux nous partager là-dessus? Et, une personne, alors maintenant qui est âgée, hein, mais c'est Jean-François Zobrist, qui a justement expérimenté dans une usine qui devait être externalisée si elle voulait survivre. Et en fait, ils ont pris l'engagement tous ensemble de se dire non, nous allons faire le pari que nous allons réussir à vivre pleinement en restant dans le village où on est et expérimenter cette autre façon de faire qui est en fait très très proche du BNB. Donc c'est encore une fois du BNB sans le savoir. Et du coup, ils ont atteint leur but, j'imagine. Ils ont pu rester en France, ouais. Donc voilà, c'est très très challengeant, mais oui, ça peut marcher. En tout cas, c'est modélisant. Tout à fait. On va se faire une petite pause musicale. When by the water we drink to the dregs, look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Alors, nous sommes avec Fanny sur la notion du bonheur national brut, qui donne la patate, qui même quand on en parle, ça fait comme si ça fait agir quelque chose à l'intérieur de la personne qui se dit « mais moi, où j'en suis dans cette question-là » quoi. Parce que c'est aussi individuel finalement cette notion, c'est individuel et collectif. Tout à fait. Parfois on me dit « mais Fanny, est-ce que tu rencontres des gens, des dirigeants, des maires, des élus qui sont prêts ?» Et en fait, au fond de moi, je me dis, mais il n'y a rien à attendre. C'est à nous, à chacun de nous. En tout cas, moi, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'expérimenter, d'y aller. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais par contre, chacun de nous, nous pouvons faire le choix à notre niveau. C'est vraiment se dire, déjà, est-ce que j'ai envie de nourrir ce bonheur à mon niveau, autour de moi, pour la nature. Et puis ensuite, est-ce que j'ai envie de reprendre ma souveraineté? Ou est-ce que je délègue tout, mes responsabilités, et puis après, je râle même si c'est connu en France, voilà, que les Français sont râleurs. Mais en fait, il y a une autre façon de faire, donc il n'y a rien à attendre. C'est à nous. Ouais, ça c'est super important parce que c'est très très ancré dans tous les fonctionnements. Ça ira mieux après. Je vais d'abord faire ci pour lancer ça. Et puis au final, là, on est encore sur ce même fonctionnement qui ne prend pas en compte la globalité finalement de la personne, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous parler justement, parce qu'il y a une très grosse perte de la souveraineté, qu'elle soit individuelle, collective, dans les États, et j'aimerais bien que tu fasses le lien avec le changement de paradigme que les gens certainement vivent, mais n'ont pas conscience peut-être de ce qui se passe. Oui, en fait, là, vraiment, c'est revenir à ses sensations, à son corps, à ses émotions, et se remettre en lien justement avec sa souveraineté. Est-ce que, quand je parle de ce projet, est-ce que ça ouvre mon cœur? Est-ce que ça réveille la joie? Là, foncez. Au contraire, si le matin, je vais au boulot et j'ai une boule au ventre, là, moi, je vous encourage vraiment à prendre du recul et vous dire qu'est-ce que je pourrais faire, un petit pas. Ne vous mettez pas des pas trop grands parce que sinon, pour certains, ça décourage. Donc, commencez déjà une première expérience, un premier petit pas. Et si je m'autorisais à faire une grande pause à midi ou aller déjeuner avec des personnes que je ne connais pas. Et une idée aussi, c'est que, en fait, faire chaque jour une action inhabituelle.
Et donc, ça va développer notre créativité, ça va et petit à petit, ça va renforcer notre souveraineté. En fait, ça va nous donner confiance, se dire ah bah tiens là, j'avais pas l'habitude de passer là, mais tiens, j'ai croisé quelqu'un. Et j'ai dit oui, j'avais envie de rencontrer une bonne amie, Sophie. Et puis finalement, elle m'a dit, est-ce que ça te va si j'invite aussi une autre copine? et j'ai accepté. Bah oui, peut-être j'avais envie de garder ma copine, première copine toute seule, mais non, j'ai accepté. Et puis en fait, ça donne plein d'autres occasions qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc c'est s'ouvrir à l'inconnu et lâcher le contrôle, la peur. Et donc après, aujourd'hui, il y a pléthore en fait de possibilités pour, si on ne se sent pas assez fort seul, d'aller voir ses peurs, d'aller voir ses inconforts. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils et beaucoup de façons de faire. Oui, et puis de toute façon, la peur, c'est aussi quelque chose qui est émis et c'est une manière aussi de, comment dirais-je, de diriger quelque part. Parce que quand je t'entends parler, je me dis super d'aller vers ce qui met de la joie et en même temps comment je suis dans la complétude, que mes factures sont bien payées, que tout va bien, que je suis tranquille, que je suis très à l'aise. Et je pense que les personnes qui nous écoutent se posent aussi cette question. Donc ça revient aussi à comment développer cette énergie en soi, d'aller vers ce qui nous plaît en se disant ça va fonctionner et je suis dans une forme d'abondance. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup en ce moment, dans cette paupérisation et dans cette crise et dans cette perte de souveraineté. Alors, ça sera bientôt ton dernier mot, Fanny. Oh. C'est sûr, je pourrais en parler des heures. Mais quand même, j'aimerais rappeler que l'intérêt d'avoir ce modèle du BNB, c'est qu'il y a 8 domaines, 9 domaines, pardon, et la suffisance matérielle et l'argent, c'est seulement un des domaines. Donc, quand on dit « est-ce que tu es riche ?» Mais en fait, non, c'est pas juste ce domaine-là. Et après, oui, l'argent est une vibration. Et donc, oui, souvent, nous avons des croyances liées à cet argent. Et en fait, c'est nous-mêmes qui nous auto-bloquons à une certaine abondance, y compris financière. Donc, quand on va dans la profondeur de l'être, en fait, même matériellement, on peut débloquer des choses. Voilà, c'est très, 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 très encourageant. Merci beaucoup, Fanny, pour nous avoir parlé de cette notion du bonheur national brut que je trouve, en tout cas, moi, ça me fait vibrer à l'intérieur, ça me fait me poser des questions et j'espère que tous ceux qui nous écoutent auront envie d'en savoir plus. Fanny, où est-ce qu'on peut écouter tes conférences? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as des informations à faire passer qui sont importantes pour que les gens puissent se retrouver et approfondir cette notion eux-mêmes en cheminant? Alors oui, j'ai un site internet, c'est fannyvalter.com, donc Fanny F-A-2-N-Y, Walter W-A-L-T-E-R.com. Et il y a le site aussi de l'association Centre BNB France. Donc vous tapez Centre BNB France et vous allez tomber directement dessus. Et il y a énormément d'informations aussi. Et je cherche des communes qui veulent aller aussi vers le BNB. Parce que maintenant, vu que j'ai expérimenté à Mérindol, allons expérimenter ailleurs. Allez, on se retrouvera pour voir comment va évoluer ce BNB et pour citer des expériences qui sont en train de quelque part de le mettre en place. Il y en a déjà eu et il y en aura d'autres. C'est la fin de Vademecum. Gratitude. Merci Fanny pour ta présence. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. Et l'aventure continue sur Zinzine. Merci à Fab à la technique. Bye bye, à bientôt. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done.